RCN. Le son de la différence. Parlons du harcèlement avec les ados de Asa et Franca sur RCN. Aujourd'hui, nous allons vous parler du harcèlement avec les ados de Asa et Franca, ainsi que François Jasmin, Monsieur Elfer, un représentant du 119, et Gauthier, une personne harcelée. Nous allons commencer avec l'interview de Gauthier. Gauthier, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, merci de m'inviter, je suis content de me retrouver ici. Alors du coup, vous avez entendu, je m'appelle Gauthier Dardenne, j'ai actuellement 23 ans et je viens d'avoir ma licence en langue étrangère appliquée à l'Université de Lorraine. Et je suis aussi pas mal un peu engagé dans la vie associative et effectivement, j'ai été harcelé. Comment et pourquoi avez-vous été harcelé ? Aussi loin que je me rappelle, pour être bref, j'ai été harcelé, je devais simplement être en 5e, je devais avoir l'âge de 12 ans. Et c'est spécialement à ce moment-là que j'ai pu comprendre qui j'étais et que j'ai compris également que l'identité sexuelle que j'avais ne correspondait pas à l'identité normale, c'est-à-dire un hétéro. Moi, je suis une personne homosexuelle. Et il faut savoir que étant dans une famille assez pauvre, où on n'avait pas forcément de moyens ni d'argent, j'avais pas accès à l'information à travers la démocratisation d'Internet, à travers l'apparition d'Internet. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai directement assumé. Je voyais pas le mal non plus. J'en avais pas spécialement parlé avec mes parents dans la famille ou autre. Et je me souviens particulièrement de ce jour où tout a commencé, où c'était la récréation un lundi matin à 10h. Et j'ai commencé à le dire à un ami, en tout cas je croyais qu'il était mon ami, qui est parti le raconter à peu près à tout le collège à l'époque. Et le collège entier est venu me voir, donc il y avait vraiment cet amas de foule en me disant oui mais Gauthier, tu aimes les hommes, je comprends pas, avec d'autres insultes, je pense qu'on les connaît tous autour de cette table. Et c'est vraiment là que j'ai compris que ça allait être compliqué. Et que c'était un combat que j'allais devoir mener malgré moi, mais que j'allais mener quand même parce que finalement, moi, j'étais pas coupable, bien entendu, je me sentais moi-même. Pendant combien de temps avez-vous été harcelé ? C'est assez compliqué parce que pour le coup, l'harcèlement, on en reviendra peut-être certainement tout à l'heure pendant le débat, mais il y a différentes phases, il y a certaines phases. Je peux dire que j'étais globalement harcelé de manière physique. On pourra y revenir tout à l'heure sur les manières, de quelle manière j'ai été harcelé. J'ai été harcelé donc de ma 5e où ça a commencé jusqu'à la 3e, sachant que j'ai redoublé également ma 4e. Donc ça fait que 4 ans d'harcèlement au collège et au lycée aussi 3 ans d'harcèlement, mais qui était d'une forme différente, mais un peu peut-être potentiellement beaucoup plus cocasse et beaucoup plus vicieuse. Comment vous vous sentiez pendant cette période ? Seul, accompagné, compris, incompris ? Alors, faut savoir que moi, malgré les apparences et à celles et ceux qui me connaissent aujourd'hui, on va me voir, moi, Gauthier, comme une personne vraiment touchante, qui va vraiment parler avec tout le monde, qui n'a aucun souci pour s'exprimer. Autant, aussi loin que je me rappelle au collège, j'avais vraiment ma bulle. J'étais tout seul chez moi. Ma mère, elle était toute seule. C'était assez difficile de réunir les deux bouts entre différents travails pour me nourrir, etc. J'en parle d'ailleurs avec émotion en pensant à ça. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile et que j'ai pas pu forcément en parler à ma mère parce que moi ma mère a été très mère poule. Alors j'ai compris, je vais pas balancer sa vie, mais pour dire simple, elle attendait un enfant avant moi, donc une grande sœur, mais qui malheureusement est morte quand elle est née. Et du coup ça fait que ma mère a été vachement proche de moi suite à cette perte. Et suite à cette perte là, donc ma mère était très, très proche de moi et moi je ne comprenais pas forcément pourquoi elle était aussi proche de moi, mais moi ça m'allait, je suis content que ma mère était proche de moi. Mais quand même malgré ça je voulais pas forcément l'inquiéter, donc moi je gardais ça pour moi et ce qui se passait à l'école se passait bien évidemment à l'école, en dehors des murs aussi, on y reviendra tout à l'heure, mais je gardais ça pour moi, c'était pas facile. Comment avez-vous fait pour vous sortir de ces harcèlements ? Je ne crois pas qu'il y ait de réponse magique pour sortir de l'harcèlement. L'harcèlement c'est très compliqué, c'est des mentalités, des façons de penser à changer et ça ne se fait pas hélas d'un claquement de doigts ni à coup de baguette magique ou de formule magique. Comment j'ai pu sortir de l'harcèlement ? C'est vrai que là c'est une bonne question que vous me posez.
Je pense déjà, dans un premier temps, que j'ai fait un énorme travail sur moi-même. C'est-à-dire que malgré tout ce que je subissais, ces violences, ces insultes au quotidien, j'ai décidé de prendre sur moi. Et c'est vrai que, comme c'était la question de tout à l'heure, est-ce que j'en parlais à des personnes? Non. Mais je pense que je parlais quand même à une personne et c'était moi-même. Je parlais à moi-même et j'essayais de comprendre, de chercher ces réponses. Alors peut-être que c'est ce qui fait que je suis beaucoup engagé aujourd'hui dans pas mal de luttes, dans pas mal de causes. C'est peut-être un moteur aussi de ça. Mais la première personne avec qui je parlais, c'était moi-même. Et je pense pas qu'on en sort de ça. Ou en tout cas, je pense qu'il faudrait... en tout cas, moi, dans mon cas, hein, chaque cas est différent, bien évidemment. Je pense que j'ai encore besoin de voir des psychologues, des personnes qui pourraient m'apporter des réponses que je n'ai pas encore aujourd'hui. Moi, avec le harcèlement, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis OK avec ça. J'ai compris que c'était pas moi le coupable et que je n'avais rien à me reprocher, mais que je n'étais pas non plus une victime parce que je me suis battu et aujourd'hui, je suis assez fier d'être ce que je suis et d'avoir laissé ce passé-là derrière moi. Voilà. Vous avez dit que vous auriez besoin d'un psychologue. Et comment vous avez fait pour trouver des solutions pour aller mieux après? Faut savoir que à un moment donné, bien évidemment, tout se sait. De manière générale. Donc moi, et bien évidemment, ma mère l'a su, elle est allée voir l'école, on pourra en redébattre tout à l'heure sur la possibilité des écoles face à ce genre de soucis, leur champ d'action. Moi, ma mère m'a emmené chez des psychologues, mais je me suis jamais vraiment senti à ma place avec les psychologues. Alors voilà, encore une fois, ça dépend des personnes, on peut se sentir bien avec une personne, pas forcément avec d'autres. Si c'est pas le bon psychologue, moi c'est un conseil que je donne aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est pas parce que vous avez tenté une première approche avec un psychologue et que cette approche ne fonctionne pas qu'il ne faut pas réitérer et ne pas hésiter à revoir une autre personne derrière. Chaque personne a son lot à vous apporter en termes de connaissances. Mais moi, oui, personnellement, je me suis jamais senti familiarisé avec les psychologues et encore aujourd'hui, je pense que j'ai une forme de déni. Un déni, c'est le fait de finalement de prendre mes émotions et de pas les laisser transparaître et de pas les accepter. Est-ce que vous avez eu envie de vous venger après ce qu'ils vous ont fait? Non. Non, je n'ai pas envie de me venger parce que dans un premier temps, et cette réponse est propre à moi, mais je crois au karma. Je crois que ce que j'ai vécu, ces personnes-là s'en mordront un jour les doigts. Alors je ne leur souhaite pas de malchance, bien évidemment, mais ne serait-ce déjà de vivre avec ce fait de savoir que tu as blessé des gens intentionnellement, qu'on a fait exprès de blesser des personnes, je pense que c'est déjà assez difficile à vivre. Et pour preuve, j'en prends pour argent comptant, dans le sens où moi j'ai déjà été confronté des années plus tard à cette personne, à l'une des personnes qui m'a oppressé de manière violente, qui est venue quelques années plus tard et qui est venue s'excuser. Et moi j'ai accepté. J'ai accepté ces excuses parce que je crois que quand on est jeune, on n'est que le reflet d'une certaine forme de la société, on est le reflet d'une certaine forme de pensée des parents, et je ne crois pas qu'on puisse disposer de l'ensemble des connaissances pour avoir des reculs sur des thématiques terribles et si complexes que le harcèlement. Je ne leur apporte pas rigueur, néanmoins on ne peut pas non plus dire qu'ils ne sont pas coupables, dans le sens où on sait tous ici autour de cette table que frapper, insulter c'est pas bien, que dire bonjour et merci c'est la moindre des choses. Donc je sais très bien qu'elles ont aussi une forme de responsabilité, mais je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas parce que déjà dans un premier... Je vais pas leur dire merci non plus, mais dans un second temps, je suis content d'être qui je suis aujourd'hui. Et ça, je vous le dis vraiment avec beaucoup de fierté. Limite les larmes aux yeux. Et je ne pense pas que j'aurais potentiellement pu être la personne que je suis aujourd'hui, combative, acharnée, dévouée, heureuse, sans forcément avoir vécu autre chose que ces terribles événements. Alors je ne vous conseille pas de les vivre, parce que c'est vraiment pas facile, on y reviendra. Mais voilà, je suis OK avec tout ça et je ne leur en veux pas. Merci Gauthier. Nous allons passer à l'interview de Monsieur Elfer, un CPE du Collège La Fontaine. Pour vous, quelle est la définition du harcèlement ? Alors pour la définition du harcèlement, je vais vous donner la définition exacte qui est donnée par l'Éducation nationale. Le harcèlement est une violence répétitive, physique, verbale ou psychologique, perpétrée par un ou plusieurs élèves à l'encontre d'un de leurs camarades qui est dans l'incapacité de se défendre dans un contexte précis. Donc là, c'est la définition telle qu'on peut la trouver sur le site de l'Éducation nationale, mais le harcèlement peut prendre différents visages aussi. On l'a vu, là, ça peut être des violences verbales, physiques, mais aussi psychologiques, et ça, souvent, on se l'imagine moins. Et c'est quelque chose qui est invisible.
Une violence psychologique, ça ne se voit pas. Des coups, ça peut se voir. Une insulte, ça peut s'entendre, on peut avoir des témoins. Une violence psychologique, ça peut dépendre aussi de la sensibilité et de la fragilité de la personne concernée. Et on sait que les harceleurs savent aussi à qui ils s'adressent aussi. Généralement, ils ne s'adressent pas à des personnes qui sont capables de se défendre, qui sont qui sont en mesure de se défendre seuls ou avec des parents qui sont vigilants à leur bien-être et leur sécurité, ça aussi. Et c'est très compliqué de pouvoir en parler, justement. Pensez-vous que le harcèlement est un phénomène récent ? Et je pense que le harcèlement existe depuis... alors à l'école, le harcèlement scolaire. Je pense que le harcèlement scolaire existe depuis que l'école existe. C'est un peu comme l'absentéisme. L'absentéisme existe depuis qu'il y a eu l'obligation scolaire. Et ben le harcèlement existe depuis que l'école existe, depuis qu'on a... Et puis il y a le harcèlement scolaire, mais il y a aussi du harcèlement à l'extérieur. À partir du moment où on réunit des personnes, on parle de harcèlement scolaire, mais il peut y avoir du harcèlement au travail aussi, il peut y avoir du harcèlement entre collègues, avec la hiérarchie. Donc c'est quelque chose auquel on doit aussi les outiller pour qu'ils puissent s'en protéger plus tard, parce qu'on sait que le harcèlement peut laisser une empreinte à vie et avoir de lourdes conséquences, parfois irréversibles. Pensez-vous que le harcèlement est de plus en plus présent au collège ? Et en fait, je ne pense pas qu'il soit plus présent. Je pense qu'il y a eu... parce que maintenant, on parle de cyberharcèlement avec les réseaux sociaux. Et ça a été un accélérateur. Ça a été aussi un moyen très, très... et c'était un accélérateur, un facilitateur aussi par rapport au harcèlement, parce que chacun est derrière son écran. Et il y a une grande liberté à partir de là. Il n'y a pas le regard de l'autre, il n'y a pas la réaction de l'autre, la réaction en plus est différée, il n'y a pas de risque immédiat ni quoi que ce soit. Donc il y a une telle liberté et un détachement même de la part des élèves harceleurs, si on reste dans le domaine scolaire. Ce qui fait qu'il n'y a pas non plus cette prise en considération de ce que ça va produire chez l'autre, de ce que ça risque de produire. Il n'y a pas non plus de retour de l'autre élève qui en est victime, où ça pourrait déclencher, je sais pas, moi, une réaction d'empathie ou non, il n'y a rien de tout ça. Et malheureusement, ça prend énormément, une grosse dimension sur le scolaire, parce que nombreux de nos élèves sont sur les réseaux sociaux, ne savent pas toujours les utiliser à bon escient. Parce que ce que je leur dis à chaque fois, un réseau social, c'est fait logiquement pour communiquer, pour échanger, pour partager du positif, et non pas... Et c'est vrai que moi, à 80% des situations, alors je n'ai pas parlé de harcèlement, mais ce sont des incidents qui sont produits sur les réseaux sociaux. Comment intervenez-vous face à un cas de harcèlement, justement ? Alors on a sur l'établissement, on a la chance d'avoir une équipe qui est l'équipe phare, hein, justement. C'est une équipe qui a été donc formée par des professionnels qui ont inventé, qui ont créé cette méthode. Et donc l'équipe phare, en fait, est une équipe de veille, hein, et d'intervention, dans le sens où si à un moment donné, on se rend compte qu'un élève, un collègue ou un élève vient nous parler d'une situation qu'il vit ou dont il a entendu parler, se met en place tout un processus pour pouvoir lui venir en aide. C'est-à-dire qu'à la fois, d'un côté, une partie de l'équipe va s'occuper de la victime, et de l'autre côté, les personnes vont s'occuper du supposé harceleur. C'est pareil, il est nécessaire de pouvoir aussi éclaircir un peu la situation avant d'incriminer qui que ce soit. Ça, c'est important. Avec la sonnerie, ça va être difficile. Quelles sont les actions mises en place pour prévenir et lutter contre le harcèlement ? Vous nous avez parlé de phare, mais pour prévenir, qu'est-ce qui est mis en place ? Alors l'objectif, c'est que pour l'éducation nationale, c'est qu'en 2023, l'ensemble des établissements en élémentaire et puis en collège soient équipés d'une équipe phare, justement, qui est une équipe qui soit formée et prête à agir pour ces cas-là, les cas de harcèlement. En sachant qu'on parlait du harcèlement tout à l'heure, à noter qu'il y a, alors je vous ai parlé de cyberharcèlement, mais aussi le cybersexisme aussi, que l'on découvre aussi. C'est peut-être plus développé en lycée, je pense. Ici, j'en ai rarement eu. Je ne vais pas dire que j'en ai pas eu, mais on en a rarement eu. Et ce qui est développé, c'est donc le programme phare. Sur le carnet de correspondance, on a mis aussi sur la page de couverture les deux numéros, le 3020 et le 3018, qui concernent le harcèlement et le cyberharcèlement, pour avoir des renseignements, pour signaler aussi une situation, ou pour tout simplement des parents qui auraient besoin de conseils pour accompagner leur enfant, parce que lorsque son enfant est victime de harcèlement ou supposé être victime de harcèlement, c'est la panique. Je veux dire, on ne sait pas vraiment toujours comment faire.
scolaire. La plupart du temps, malheureusement, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc s'il y a violence, on répond par la violence, ou des insultes, on répond par la violence, les insultes aussi. Et c'est assez compliqué. Donc nous, il y a les 2 numéros-là qui ont été mis en place, qui apparaissent sur tous les carnets de correspondance. Donc les parents et les élèves, ils sont sensibilisés. Et en plus de ça, à la fin de notre carnet de correspondance, on a ajouté 10 conseils contre le harcèlement en étant victime ou témoin. Parce que les témoins ont un rôle essentiel à jouer lorsqu'on est victime. Lorsqu'on est victime de harcèlement, la plupart du temps, la victime n'ose pas en parler, s'isole. Et d'ailleurs, c'est le but des harceleurs, c'est d'isoler leur victime pour que ce soit plus facile encore. Et l'entourage est important, tant familial qu'au niveau des camarades, que ce soit des camarades de classe ou des camarades du club de sport ou du club de je ne sais quoi, là où ils peuvent se réunir. Ou ne serait-ce qu'autour d'un banc à discuter aussi, parfois c'est essentiel. Mais que l'élève l'adolescent puisse en discuter. Ça, c'est très important. Voilà ce qu'on a mis en place. Et puis après, au quotidien, on est très vigilant à toutes les situations qui pourraient nous indiquer qu'un élève est... si on pouvait parler de symptômes du harcèlement en quelque sorte, mais à partir du moment où on commence à cocher quelques cases, on se dit là, il y a peut-être une situation qui appelle à vérifier, qu'on l'on vérifie en fait. Alors que ce soit avec les infirmières scolaires, avec l'assistante sociale, avec parfois la psy-UN, la psychologue d'éducation nationale. On a aussi en REP+, on a la chance d'avoir les professeurs référents du premier et du second degré, l'ensemble des enseignants, des surveillants. Voilà, on est tous vigilants, la direction aussi, c'est une des priorités nationales, de toute façon, la lutte contre le harcèlement. Donc on y est tous très sensibles. Et puis on essaie d'y faire adhérer aussi, bien sûr, les parents, parce que sans les parents, c'est impossible. Les élèves également, alors en tant que victimes, pour pouvoir les outiller, les armer, pour qu'ils puissent savoir répondre aussi, parce que la plupart du temps, ce sont des élèves qui n'osent pas ou qui ne sont pas armés. Et armés, quand je dis ça, c'est, voilà, vous voyez, au niveau de la méthode pour répondre à leur agresseur d'une manière, pacifiste aussi, pas retomber dans le même schéma. Et puis tout doucement aussi sensibiliser les élèves à refuser les situations de harcèlement lorsqu'ils en sont témoins. On va mettre en place avec la documentaliste, le professeur documentaliste, Madame Fuentes, une opération qui s'appellera Merci. Parce qu'on se rend compte que bien souvent on agit après coup, lorsque ça s'est déjà déclenché. Mais avec cette opération Merci, en fait, alors je ne vais pas tout vous dévoiler aussi parce que c'est une surprise, mais on va essayer au lieu d'intervenir après, d'intervenir en amont, c'est-à-dire montrer à l'élève que de dire merci à quelqu'un qui leur a apporté de l'aide, qui les a soutenus, mais pas forcément des adultes, des élèves aussi entre eux, parce qu'à un moment donné, ils en auront eu besoin, parce qu'à un moment donné, certains auront eu cette sensibilité-là d'aller les voir, d'aller discuter avec eux, d'aller les soutenir, ou tout simplement d'être là. Voilà. Donc ça, c'est important. Et de faire circuler des petits mots de remerciement anonymes pour l'auteur, mais il y aurait juste le nom du destinataire, un petit groupe d'élèves, des émissaires en quelque sorte, des représentants de lutte contre le harcèlement ou tout simplement des émissaires Merci, de l'opération Merci, pourraient aller donner. Comme ça, alors à des adultes, à des élèves, sans forcément qu'il y ait ce retour-là à dire voilà, ça m'a été envoyé par telle personne. La personne qui le recevra saura très bien de qui il s'agit. Mais on voulait faciliter en fait le fait d'écrire, la possibilité d'écrire, sans forcément, parce que des fois il peut y avoir une gêne de dire merci. Et on s'aperçoit que la gentillesse, souvent on travaille avec la classe de 5e B et leur professeur principal, Madame Foucault, justement parce qu'il y avait des conflits dans la classe, et on a travaillé sur l'empathie, on a travaillé sur la gentillesse. Moi je leur dis souvent, est-ce que la gentillesse c'est un défaut? Est-ce que c'est une faiblesse? Voilà, c'est écrit même dans mon bureau là-bas, ne pas confondre gentillesse et faiblesse. Parce que bien souvent, pour eux, être gentil, c'est être une victime. Parce qu'on se fait marcher sur les pieds, etc. Alors que non, pas du tout. Si on est gentil, c'est une qualité, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, c'est quelque chose que l'on doit partager, et quelque chose qu'on doit aussi passer d'une génération à l'autre. Par mimétisme, on doit aussi pouvoir leur montrer l'exemple pour qu'eux-mêmes, quand ils seront parents un jour, ils puissent aussi transmettre ces valeurs-là. Et l'empathie, et puis tout ce que je viens de vous dire, ça sera important. Tout à l'heure, vous parliez justement des symptômes du harcèlement. Qu'est-ce que c'est justement? Quels sont les symptômes du harcèlement? Alors, autant le harcèlement peut prendre différents visages, autant la réponse que l'élève victime peut apporter peut être différente. Il peut y avoir un décrochage scolaire, donc de l'absentéisme, il peut y avoir une baisse des résultats, l'isolement, il peut y avoir aussi des symptômes comme, alors ça c'est là où on a beaucoup plus besoin des parents et de leur collaboration, une perte d'appétit, une perte du sommeil, une irritabilité.
Oui, c'est vraiment très vaste. Et c'est là où l'ensemble de l'équipe est importante, parce que les infirmières vont peut-être, comment dire, voir plus un symptôme qu'un autre. Et puis, ou alors moi, l'élève va en parler, donc je vais les envoyer vers mes collègues infirmières qui, elles, vont gratter un petit peu et puis se rendre compte que derrière, il y a peut-être une situation de harcèlement ou pas. Voilà, ce qui est important, c'est qu'on puisse, avec l'ensemble des personnels, faire le tour. Et puis surtout gagner la confiance des élèves pour qu'ils osent en parler aux adultes. C'est un peu compliqué, je le sais, lorsqu'on est dans une situation comme celle-ci, de pouvoir se confier, parce qu'on a peur de ne pas être cru, on a peur d'être jugé, on a peur qu'il y ait des représailles ou que ce soit encore plus fort, surtout que généralement les harceleurs ont un discours allant dans ce sens-là, c'est-à-dire aussi d'intimidation. Donc on n'ose pas forcément. Et justement, tous ces symptômes-là peuvent être... Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, ce que je viens de vous dire, c'est quelques symptômes. Mais ces symptômes-là doivent être des signaux d'alerte pour nous. Et d'ailleurs, dans la procédure phare, il y a en gros tout un questionnaire pour la victime, en fait, la personne qui reçoit la victime, pour voir si on est dans une situation de harcèlement ou si c'est à un moment donné, un moment ponctuel, ou c'est juste une fois ou deux, mais pas plus. Hein. Parce qu'il y a bien la notion de répétitivité qui est importante dans la définition du harcèlement. Et alors, que pouvez-vous conseiller aux jeunes qui se font harceler ? Oui. C'est... Pour les élèves qui se feraient harceler, c'est de très rapidement... Il existe sur Internet, il existe un harcélomètre, en fait. Il y a un violentomètre qui existe aussi pour tout ce qui est violence conjugale ou violence du quotidien. Et on va du vert, ce qui est acceptable, à l'orange, où il faut commencer à se poser des questions, et au rouge, où c'est totalement inacceptable et c'est même danger. Et ben, je dirais qu'ils peuvent s'appuyer sur cet harcélomètre aussi pour savoir un peu se situer. Déjà, je pense que s'ils se posent la question, c'est qu'il y a une alerte. Si on se pose la question en disant « est-ce que je suis dans une situation de harcèlement ?» c'est que déjà, il serait bon de pouvoir se rapprocher d'un adulte. Alors, adulte dans l'établissement et adulte à l'extérieur de l'établissement aussi. Hein. On parlait des parents, mais aussi effectivement tous les éducateurs, animateurs aussi de quartier. On parlait des coachs tout à l'heure au niveau du sport. Voilà, toute personne en qui ils pourraient avoir confiance, en qui il serait facile de se confier. Ou un copain, une copine à qui on en parle, qui dit voilà, mais attends, ce que tu me dis là, c'est inquiétant. Je peux pas te laisser comme ça. On va en parler. Voilà. On peut aussi demander aux copains et à copines d'accompagner pour se donner du courage. On peut trouver des moyens. Mais je pense que le harcèlement, plus on en parlera, plus on équipera nos élèves, plus on les outillera. Et c'est pareil dans l'après. Parce qu'une fois qu'on a vu la situation, ce qui est intéressant aussi, au début, je te conseillais environ 3 à 4 fois par semaine, et mes collègues aussi, aux élèves, aux parents, de pouvoir aller consulter au CMP, donc au centre médico-psychologique, à la maison des adolescents. Voilà, pour avoir du soutien, pour se sentir, avoir une oreille attentive, et puis pouvoir vider un peu son sac. Et pas toujours au collège, parce qu'au collège, c'est la scolarité, ils veulent peut-être pas avoir forcément une étiquette d'élèves en difficulté. Donc à l'extérieur, c'est toujours bien de pouvoir travailler aussi avec ces partenaires-là, et au niveau du harcèlement, ils nous sont très utiles. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas les victimes que je devrais envoyer, en fait, voir ces professionnels-là, c'est les harceleurs. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas de harceleurs, il n'y aurait pas de victimes, et les victimes vont bien à l'origine. C'est juste qu'effectivement, eh bien, les harceleurs les ont trouvés, peut-être, ils ont décelé chez elles une particularité qui n'est pas un défaut, je le répète, une particularité qu'ils pourront exploiter. Voilà. Une gentillesse, une manière de s'adresser aux autres, quelqu'un qui essaie d'arranger les choses, au contraire, qui possède beaucoup de qualités. Et souvent, les élèves qui sont harcelés se dénigrent, ont malheureusement, leur confiance en eux, leur estime de soi, leur affirmation de soi se détériore, et après, c'est un cercle vicieux. Et ne surtout pas entrer dans ce cercle vicieux-là et pouvoir réagir avant, essayer de faire confiance aux adultes et se faire accompagner. Voilà. Moi, j'ai souvent reçu des élèves, seul c'est compliqué. Moi, je dis, est-ce qu'un copain ou une copine peut accompagner? Est-ce que ce serait plus facile? Ou dans la formation des délégués, on en parle beaucoup aussi, c'est quelque chose qui les préoccupe, d'où votre venue aujourd'hui aussi. Et malheureusement, c'est quelque chose dont on parlera encore longtemps. Mais si on envoie un signal fort, je pense, de prise en charge, d'écoute, et un signal fort également au harceleur en disant, attendez, ici, il y a une cellule, ici, il y a des personnes qui agissent très rapidement
et qu'on arrive à travailler avec les parents des harceleurs aussi. Je pense qu'on y arrivera bien mieux qu'à l'heure actuelle. Et il y a plein d'initiatives qui sont faites dans les établissements, qui sont très positives, qui sont ingénieuses, qui sont effectivement qui portent leurs fruits. Et avec cette outil phare, là on uniformise. Dans chaque établissement, quel que soit l'établissement où les élèves iront en élémentaire ou au collège, il y aura ce dispositif-là. Parce que souvent, c'est l'élève victime de harcèlement qui s'en va, qui quitte l'établissement. On en a entendu parler dernièrement avec les décisions du gouvernement d'exclure l'élève harceleur. Parce qu'avant c'était l'élève victime qui devait partir ou qui se sentait obligé de partir pour que ça cesse. Maintenant que les élèves harceleurs se sentent à l'écoute et épaulés pour qu'il n'y ait plus le moins possible de situations de ce type-là. Merci beaucoup. Merci. En direct de RCN, parlons du harcèlement avec les ados de Azaé Franca. Nous venons d'écouter l'interview de Monsieur Elfer, le CPE du Collège La Fontaine. Dans un instant, nous allons interviewer Monsieur Vigneron, un représentant du 119. Bonjour Monsieur Vigneron. Oui, bonjour. Qui êtes-vous? Alors, bonjour, donc je suis Monsieur Vigneron, je suis le directeur du service public, le numéro national d'urgence, le 119. Qui est un numéro dédié aux enfants en difficulté ou en risque de l'être. Un numéro que les enfants peuvent contacter directement en composant le 119 24 heures sur 24, mais également les parents qui sont en difficulté aussi dans l'éducation de leurs enfants, mais également, je dirais, tout adulte, tout citoyen qui est confronté à une situation où un enfant est potentiellement en danger. Selon vous, quelle est la définition d'harcèlement? Le harcèlement, c'est le fait de subir de manière non volontaire des brimades par, notamment, effectivement, souvent on entend par ses camarades. Malheureusement, l'actualité nous l'a montré encore dernièrement, que le harcèlement scolaire, notamment, peut conduire à des situations parfois dramatiques. Est-ce que vous vous êtes déjà fait harceler ou vous avez déjà harcelé quelqu'un? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que vous vous êtes déjà fait harceler ou vous avez déjà harcelé quelqu'un? Moi-même? Oui. Non. Non, nous, par contre, effectivement, notre numéro national recueille effectivement des témoignages d'enfants qui se disent harcelés, souvent à l'école, mais également aussi sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui arrive très régulièrement, notamment quand on envoie des photos de soi, potentiellement à son petit ami, à ses amis, et qu'ensuite on utilise ces photos pour être qui sont utilisées et diffusées à d'autres, par exemple. Comment réagissez-vous face à un jeune victime d'harcèlement? Alors déjà, la première des choses, c'est déjà il faut que ces jeunes puissent en parler. Donc c'est pour ça que c'est important effectivement que, par exemple, le 119 existe, mais il existe aussi d'autres numéros comme le 3018 quand on est victime là de cyberharcèlement. Ou le 30-20 quand le harcèlement se déroule notamment au sein de son établissement scolaire. Comment réagir? Il faut protéger l'enfant. Il faut protéger l'enfant, comprendre effectivement qui sont les harceleurs. Et puis ensuite, effectivement, le protéger, ça veut dire aller déposer plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Et puis mettre en place effectivement toutes les solutions pour que l'élément de harcèlement puisse être stoppé. Si le harcèlement, la première des choses par exemple, c'est l'utilisation d'une photo, il faut effectivement qu'on puisse faire retirer cette photo des réseaux sociaux. Et puis aussi accompagner nos jeunes après psychologiquement, parce que ce qu'il vit est très difficile à vivre, donc il faut qu'il puisse être entouré d'adultes en qui il a confiance pour l'aider par rapport à cette difficulté. Est-ce que vous recevez beaucoup d'appels concernant le harcèlement? Oui, on reçoit beaucoup d'appels pour le harcèlement, mais de manière globale, on reçoit beaucoup d'appels pour des enfants qui sont en difficulté aussi au sein de leur famille.
Souvent, quand on s'aperçoit effectivement qu'il y a un harcèlement, on se rend compte aussi que l'enfant, il peut être victime de violences au sein de sa famille. Nous, par exemple, au 119, on reçoit un peu plus de 40 000 sollicitations tous les ans d'enfants qui sont victimes de maltraitance. Dans ces 40 000, voilà, il y a environ 3-4% effectivement de jeunes qui sont victimes de harcèlement. C'était nos questions, on peut vous laisser raccrocher. Très bien, je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite bonne continuation. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. En direct de RCN, parlons du harcèlement avec les ados de Azaé Franca. Nous venons d'interviewer Monsieur Vigneron, le représentant du 119. Nous allons maintenant interviewer Françoise Jasmin, une représentante des centres reliés. Bonjour Françoise. Bonjour. Comment est venue l'idée du centre relié ? Alors l'idée, ou en tout cas l'origine, est multiple et tu as raison de me poser cette question qui est fondamentale puisqu'on ne peut pas parler d'un quelconque sujet que ce soit sans essayer d'en comprendre l'origine. Donc l'origine est à la fois professionnelle et personnelle. Si tant est qu'on arrive à cloisonner ces deux aspects que sont la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc effectivement, j'ai travaillé en tant que psychologue et pas que depuis 37 ans. Et durant ma pratique, il y a quelque chose qui m'a vite sauté aux yeux, était le fait que finalement, je ne traitais que les conséquences. Alors je vais faire un raccourci et je m'excuse par avance d'ailleurs d'avoir un discours un peu réducteur et général, mais c'est pour la bonne cause et puis c'est des questions de temps. Et finalement, ce n'est pas si réducteur et c'est très général par contre. Donc l'idée, c'est que toutes les personnes que je rencontrais et qui venaient me voir pour des questions de mal-être ou de pathologie dont on les avait affublés, etc., ne représentaient finalement que la conséquence d'une situation dans laquelle ils avaient été mis et qui est ce fameux lien de domination qui régit le monde. C'est-à-dire que en réalité, il y a toujours une relation de dominé, de dominant entre deux êtres humains, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a des niveaux différents et il y a des niveaux qui peuvent être très délétères. Donc, petit à petit, au fil du temps, j'étais obligée de me rendre à l'évidence que c'était la question essentielle dans ma pratique. Et puis, il y a 10-11 ans, une de mes filles a été victime de harcèlement. Et donc, en tant que psychologue, et j'insiste sur ce point-là, je voyais 10 fois moins, certainement. Mais je voudrais avant tout déculpabiliser toutes les mamans, notamment les parents et les mamans. Il est impossible de pouvoir imaginer que deux êtres humains puissent se faire du mal à ce point-là. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il est impossible pour un enfant de faire du mal à ses parents et à sa maman en disant voilà, je souffre et je vais t'apporter des problèmes. Donc je voudrais d'emblée dire ça. Donc il y a 10-11 ans, effectivement, je n'ai absolument rien vu. Par contre, j'ai eu affaire de façon très violente à cette situation et j'ai dû me pencher autrement sur la question, autrement que dans ma position de psychologue. Voilà, donc il y a 11 ans, j'ai donc rencontré 2-3 mamans qui avaient vécu les mêmes choses. Et il s'avère qu'au fur et à mesure des rencontres, et des rencontres très hasardeuses, nous avons formé une espèce de petite brigade, je l'appellerai comme ça, en tout cas les enfants nous appelaient un peu comme ça. Ils nous appelaient aussi les 3 drôles de dames, où finalement on essayait de détecter la souffrance de l'enfant. Alors c'était via Facebook, hein, dans l'équipe il y avait une personne qui était beaucoup plus intelligente sur cet aspect-là que moi, et qui arrivait à détecter des enfants en souffrance. Donc on les contactait et on déclenchait ce qu'on appelait à l'époque un plan hors sec. C'est-à-dire, évidemment, on contactait les parents et on essayait d'aider tant bien que mal. Et puis, on s'est rendu compte au fil du temps que le nombre d'enfants augmentait. On commençait à être, entre guillemets, un petit peu connus. Nous avons des personnes qui nous ont aidés aussi dans des académies. Et on s'est dit, là, il faut quand même monter une association parce qu'on faisait ça en plus de notre emploi. Vous imaginez bien que la charge de travail était très lourde. On travaillait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est née l'association Les Centres Reliés, donc qui existe depuis 5 ans.
Pour vous, quelle est la définition du harcèlement pour vous? Alors, cette question, est très courante. Je crois que la définition est aussi très courante et je m'en excuse par avance, mais elle sera un peu différente de l'habitude. Déjà, ce mot harcèlement n'existe qu'en France. On parle d'intimidation. Comme me disait un jeune un jour, mais tu sais, Françoise, ce mot harcèlement me fait penser à une araignée. Alors j'ai dit oui, écoute, c'est vrai que moi j'aime pas trop ce mot non plus, mais j'arrive pas à le définir. Et j'arrive pas à définir pourquoi. Et il me dit finalement, dans le mot harcèlement, il y a les mêmes lettres que le mot arachné, sauf le L, qui est la seule chose qui nous permet de nous envoler. Un L, ou on pourrait dire une L. Donc on va mettre un peu de côté ce mot harcèlement, on va plutôt parler de cette relation dominé-dominant. Quel qu'en soit le niveau, elle fait mal. Quelle qu'en soit la répétition ou pas, elle fait mal. Donc, en ce qui concerne l'association des centres relais, nous prenons en compte surtout la détresse qu'on peut ressentir chez un être humain. Notamment là, effectivement, on va dire qu'on accompagne des enfants entre 5 et 25 ans. Enfants et grands-enfants, du coup. Nous-mêmes, adultes, sommes des grands-enfants. Pour vous, le harcèlement est-il en augmentation? Alors, le harcèlement, je pense, a toujours existé. Je vous ai parlé d'une de mes filles. Il s'avère qu'un jour, j'ai rangé les cours de ma grande fille qui est dans sa 32e année. Et j'ai découvert dans ses anciens cahiers des choses qui m'ont vraiment étonnée. Je n'ai rien vu aussi. Peut-être qu'il y a quelques années, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que on était moins attentif à ça. On était même dans vous offrir à Noël un livre qui s'appelle La guerre des boutons, où il était presque normal de se frapper dans la cour d'école. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre actuellement. Voilà. Et puis, il n'y avait évidemment pas ce qui nous permet d'étendre notre communication un peu plus loin qu'à l'école ou autre. Et donc, je vais revenir là maintenant, et je l'ai fait intentionnellement tout à l'heure, de ne pas finir ma définition sur le harcèlement. Le harcèlement, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que finalement, nous sommes tous des êtres humains à la base. On ne peut pas le nier. Nous sommes des êtres sociaux et on a envie d'aller vers les autres. On ne peut pas le nier. Il n'y a que de rares exceptions sur cette terre qui, au départ, sont nées pour faire le mal à autrui. J'y crois moyennement, mais ça peut arriver, je ne sais pas. Je crois que personne n'est capable d'évaluer, ne serait-ce que de façon statistique, ce genre de choses. Donc, on est des êtres sociaux, on veut aller vers l'autre, mais on se rend compte très rapidement que ce n'est pas si simple que ça. La preuve en est que les jeunes disent très souvent, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc on se rend compte quand même assez tôt que l'élan vers l'autre et l'attente de l'amour de l'autre n'est pas quelque chose qui est véritablement acquis d'emblée. Donc il y a face à ça plusieurs solutions. En tout cas, les solutions que nous, êtres humains, on essaye de trouver. Donc une, ça va être, je renonce à mon humanité puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je mange avant d'être mangé. Ou alors, je ne peux pas m'en empêcher. Je suis quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'aimer, d'aider l'autre, qui a une certaine générosité et altruisme. Et ce d'autant plus que j'ai eu cette lecture autour de moi, dans mon environnement. Alors, je tiens aussi là à souligner qu'on parle beaucoup du harcèlement entre enfants. Si je puis me permettre, d'emblée, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Le harcèlement n'est pas une affaire d'enfant. Le harcèlement est une affaire d'adulte. Je ne crois pas que l'enfant est né avec le mot harcèlement sur son front. Je ne crois pas que l'enfant ait assez de marge de manœuvre pour créer le harcèlement. Je crois plutôt que l'enfant est dans un cadre pour lequel il a besoin d'adultes qui soient modèles, d'adultes qui soient réconfortants, d'adultes qui montrent que la vie est belle, d'adultes qui montrent que les enfants ont des ressources et des potentiels. Je pense que nous avons mis en place certaines choses, nous adultes, pour finalement arriver à ce constat qui est il faut redresser la barre chez les enfants. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, à l'époque, on sacrifiait les enfants pour avoir de bonnes récoltes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on sacrifie l'enfance pour avoir une bonne identité personnelle et professionnelle. On le vit tous les jours, c'est extrêmement choquant, c'est extrêmement bouleversant, c'est difficile pour moi de vous dire ça et de réaliser ça, même si je le réalise depuis plusieurs années et au quotidien. Donc pour définir à nouveau ce mot harcèlement, quand il y a une personne qui rencontre une autre, et cette autre, finalement, dégage chez elle de l'altruisme, une sorte de gentillesse, en tout cas quelque chose qu'on aimerait avoir. La seule chose qu'on veut avoir sur cette terre, c'est avoir notre humanité.
lorsqu'on rencontre une enfant qui a gardé son humanité, et c'est pareil pour les adultes, eh bien on a du mal à le supporter. On a de cesse de vouloir affaiblir cette personne, parce qu'elle nous renvoie une image de nous qui n'est pas tellement jolie. Lorsqu'on dit qu'on harcèle parce qu'on est trop grand, trop petit, on a les cheveux rouges, bleus, verts, jaunes, je pense que ce sont des signes extérieurs de richesse qui sont de bons arguments pour pouvoir harceler. Mais derrière, chez cette personne, vous allez retrouver ces critères qui sont des critères humains. Et je voudrais vraiment qu'une seule personne arrive à me convaincre de l'inverse, puisque au quotidien, ce sont les enfants que nous avons, nous, que nous accompagnons. Je voudrais aussi dire, concernant la position du harceleur, la position du harcelé, je pense que le harceleur, effectivement, envie, bien évidemment, cet amour qu'il n'a peut-être pas vu, ou peut-être auquel il a renoncé pour des raisons plus ou moins nobles. Je pense que le harceleur a besoin d'être accompagné, d'être aidé. Je pense qu'effectivement, le harcelé n'est pas du tout une victime dans le sens où il va très bien, il n'a pas besoin de psychothérapie, il a été vulnérabilisé. C'est quelqu'un de très fort, la personne harcelée. On a des enfants qui ont été harcelés pendant 3 ans, 6 ans, 9 ans, et qui n'ont eu de cesse d'essayer d'aider le harceleur dans la souffrance qu'il avait détectée chez le harceleur. Et lorsqu'on découvre une situation de harcèlement, la première des choses que nous dit, entre guillemets, le harcelé, c'est un enfant, ne lui faites pas de mal, vous ne savez pas ce qu'il vit. Donc je pense que nous, adultes, on est un petit peu à côté de ce qui se joue réellement. Alors, je pourrais peut-être vous expliquer tout à l'heure ce qu'on a tenté de mettre en place, puisque les mentalités, on ne les changera jamais. Mais par contre, il y a des petits contextes sur lesquels on peut œuvrer. J'espère que je n'ai pas répondu à toutes tes questions. Je vous ai prévenu, je suis bavarde. Quel conseil donnez-vous à une personne harcelée? C'est pas en termes de conseils. Je crois qu'on n'a pas de conseils à donner à un enfant qui a eu autant de générosité, de force. Je pense surtout qu'on doit être d'abord ému, lui montrer qu'on a de la considération pour lui, qu'on est content d'être à ses côtés, et que finalement, on a envie de savoir tout ce qu'il aime dans la vie, toutes ses ressources. Nous accompagnons des enfants dont on nous disait qu'il fallait qu'ils aillent en SECPA, ou je ne sais trop où, alors qu'en réalité, ils avaient fait chuter leurs notes parce qu'ils ne voulaient pas se faire remarquer. Ces mêmes enfants apprenaient le japonais, le coréen chez eux. Donc notre levier, ça va être plutôt les ressources. C'est-à-dire comprendre ce que tu as aimé, appris, observé dans la vie, ce que tu aimes. Et donc on utilise beaucoup de choses autour de tout ça, évidemment, autour de l'art, des sciences et autres. Et c'est juste ce qui fait qu'un enfant, finalement, on va détourner un petit peu cette passion qu'il a d'aider autrui, puisqu'il a vécu comme une mission le fait de vouloir aider le harceleur. On va peut-être le détourner vers d'autres passions où il peut être le même, il peut véritablement utiliser son altruisme, sa générosité, sa conscience des choses. Ce sont des enfants hyper perceptifs, hyper vigilants, qui ont compris beaucoup de choses et qui finalement veulent transmettre. Donc on va détourner en fait cette passion qu'il a vis-à-vis du harceleur. Excusez-moi, je fais un raccourci, n'interprétez pas ces mots parce que je serais très en colère. Je voudrais être plus nuancée, mais j'ai pas assez de temps. Et puis je pense que tout de même, vous avez compris le fond de ma pensée là. Donc en fait, c'est détourner vers quelque chose qu'il n'a pas eu l'occasion de voir. Comment vous dire? Quand vous avez envie de transmettre, quand vous avez envie d'aimer, vous faites feu de tout bois dès que vous rencontrez une situation. Si c'est le harceleur, eh ben ce sera le harceleur. Si j'y laisse des plumes, c'est pas grave. Je sais même pas que j'y laisse des plumes. Parce que pour moi, mon corps et mon âme, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est l'autre. Donc, j'ai pas du tout de conseils à donner au harcelé. Je pense que c'est plutôt lui qui a à me donner des conseils en tant qu'adulte, dans le sens, en tant qu'enfant, vis-à-vis de l'adulte, dans le sens où j'aimerais qu'il me parle, vraiment qu'il a assez confiance pour me parler de son ressenti par rapport au harceleur. Il sera étonné qu'on écoute ça. Aujourd'hui, on n'en est pas à libérer la parole, ce mot magique qui paraît défrayer toutes les chroniques, mais on en est plutôt à croire un enfant. Quand moi j'entends parfois qu'on ne croit pas un enfant parce qu'il ment tout le temps, je dirais, comment se fait-il qu'il est obligé de vous mentir pour pouvoir dire ce qu'il a au fond de lui? Quand j'entends, il m'a dit qu'il a été menacé par un couteau, vous voyez bien que c'est un menteur, et moi je réponds, comment se fait-il qu'il a été obligé de vous le dire comme ça pour que vous puissiez l'écouter? Et comment vous ne pouvez pas imaginer que la douleur ressentie, finalement, correspond à ce qu'il est en train de vous décrire? J'aurais envie de vous raconter beaucoup de choses sur ces enfants, on les a au quotidien. Ces enfants, c'est vous, c'est nous.
très curieux, très intéressés de tout, très respectueux entre eux. J'aime pas ce terme, parce qu'en fait, le respect, on n'a pas à le demander. Il est inhérent à l'être humain dès l'instant où l'être humain ne se sent pas attaqué. Donc, nous, évidemment, notre objectif principal, ça va être de déculpabiliser ces enfants. Si c'est un conseil que je peux donner, c'est de déculpabiliser ces enfants, d'être heureux de les rencontrer, d'écouter ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont en eux. À partir de là, je pense qu'ils sont vraiment tout à fait aptes, avec tout ce qu'ils ont soutenu par rapport au harceleur, à cette situation. Ils ont voulu protéger tout le monde, protéger le pseudo-équipe dans lequel il était. Je pense qu'ils sont plus aptes que nous à faire certaines choses. Il faut juste qu'ils comprennent qu'ils sont normaux. Comment est accompagné le après-harcèlement? Est-ce qu'il y a un après-harcèlement? Tout à l'heure, j'écoutais Gauthier. Je pense que, vous savez, une seule fois dans votre vie, si une personne vient vers moi et me dit « Tu es vraiment une abrutie », une seule fois dans ma vie, ça va me marquer toute ma vie. Parce que qu'un être humain puisse s'adresser ainsi à un être humain, c'est juste pas pensable. On n'est pas préparé à ça. Notre cerveau n'est pas préparé à ça. Notre cœur n'est pas préparé à ça. Donc, l'après-harcèlement, en fait, je dirais, avant, pendant, après, ce qui est très important, c'est de détecter les personnes hypersensibles, hyper vigilantes, les personnes qui s'intéressent à tout, les personnes qui finalement vont creuser partout, vont transmettre partout et vont se mettre dans des situations où ils vont prendre certains risques. Et donc, ce qui est important pour ces personnes-là, c'est de découvrir qui ils sont et de ne pas se poser des questions toute leur vie sur est-ce que je suis anormal, est-ce que j'ai fauté, qu'est-ce que j'ai fait. En plus, je n'ai même pas été foutue d'aider le harceleur, j'ai fait du mal à ma famille, est-ce que ça vaut le coup que je reste ici? Et donc, c'est ça qui est important. Donc, il n'y a pas avant, pendant, après, il y a tout le temps. Alors, ce sont des enfants, je cite 2 petits exemples. Ce sont des enfants qui, en cours, vont vouloir compléter le discours du professeur. Et là, évidemment, ils vont le faire naturellement. Ils vont transmettre, ils ont besoin de transmettre, ils ont besoin de parler. Donc, ils vont compléter le discours du professeur. Et évidemment, d'autres personnes vont lui dire « Tu es prétentieux. Tu es… » On les nomme dictionnaire, on les nomme encyclopédie. C'est un autre enfant qui, pour pouvoir aider un autre dans la cour de récréation, va courir pour l'aider. Peut-être un enfant qui tombe, etc. Du coup, il va se cogner peut-être à un arbre, peut-être à un poteau. On va dire de lui qu'il est maladroit. En fait, il est victime de sa générosité. C'est un enfant qui, le matin, au lieu de faire attention à comment il est habillé, il va prendre un livre pour apprendre des choses, pour aider le harceleur, comprendre le harceleur. Et aussi comprendre pourquoi les adultes ne voient pas et n'agissent pas. Donc il va arriver à l'école, et comme ces enfants le disent eux-mêmes, évidemment j'étais habillée comme un sac en allant à l'école. Donc c'est pas étonnant qu'on m'ait critiqué. Donc quelque part, ils donnent le bâton pour se faire battre, à leur insu, par cet élan de transmission et encore une fois de générosité. Avez-vous même été harcelé? Eh ben, écoute, figure-toi, je me pose la question, mais j'ai oublié de compléter ma question, la première, sur l'origine de l'association. J'ai réalisé, ou plutôt des personnes m'ont informé, 50 ans après leur harcèlement, qu'ils avaient été harcelés. Et ce sont des personnes dont on ne comprenait pas la vie actuelle, leur souffrance, leur détresse actuelle. J'ai rencontré dans ma vie aussi beaucoup de personnes qui étaient à la retraite. La première des choses qu'ils m'ont dites en entretien, c'était pas parler de leur famille, c'était pas parler de leur emploi, c'était parler du harcèlement vécu à l'école. Alors moi, effectivement, j'essaye de voir si j'étais harcelée. J'appellerai pas ça harcelé, mais j'appellerai pas ça harcelé aujourd'hui aussi, d'autant plus que ce mot a été judiciarisé, qui nous dérange. Donc on peut pas à la fois s'intéresser à un mot qui est judiciarisé et qui nous fait peur, et en même temps essayer de comprendre la souffrance de l'enfant. C'est un peu antinomique. Je crois savoir, et j'ai pas beaucoup de mémoire de mon enfance, mais je crois savoir que je me sentais un peu à l'écart. Mais est-ce que c'est pas tous les enfants au fond un petit peu? Je crois savoir que j'avais envie de faire des choses, mais je me sentais pas autorisée à le faire. Je crois savoir que j'étais pas d'accord avec des choses qui se disaient et on me laissait pas parler. Alors, je pense que la maltraitance, entre guillemets, n'ayez pas peur de ce mot, en tout cas le fait de ne pas être bien traité, bien entendu, bien considéré, comment cela? Nous venons d'interviewer Françoise Jasmin, une représentante des centres reliés. Dans un instant, nous allons interviewer Pierre, un bénévole
de l'association Marion la main tendue. En direct de RCN, parlons du harcèlement avec les ados de Azaé Franca. Maintenant, nous allons interviewer Pierre, un bénévole de l'association Marion la main en l'air. Bonjour Pierre. Bonjour. Pouvez-vous présenter l'association ? Oui, alors l'association Marion la main tendue, c'est une association qui traite du harcèlement scolaire et qui lutte contre le harcèlement scolaire, qui a été créée il y a maintenant 10 ans par Madame Nora Tiran-Fress, qui est la maman de Marion. Marion, c'est une jeune fille qui avait 13 ans quand elle s'est donné la mort dans sa chambre parce qu'elle avait été victime de harcèlement scolaire et qu'elle n'en pouvait plus. Et suite au décès de sa fille, Nora a cherché à se retourner vers une association pour obtenir des conseils, pour obtenir de l'aide, et elle n'en a pas trouvé. Alors du coup, elle a décidé de monter la sienne. Quelle est votre définition du harcèlement ? Alors le harcèlement scolaire, en fait, c'est une définition qui est au final assez simple, mais que tout le monde ne comprend pas encore forcément très bien, parce que quand on interroge des enfants, des jeunes, des ados, etc., j'ai un peu l'impression qu'il y a tout qui passe pour du harcèlement. Alors en fait, le harcèlement, ça a cette particularité d'avoir un phénomène de répétition. C'est quand quelque chose, des insultes, ça peut être des coups, ça peut être des vols d'affaires, ça peut être des discriminations, se répètent parfois tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour, le matin, l'après-midi, etc. Et que ça revient en permanence, et que ça revient tellement que ça commence à faire mal, et que tu vas commencer par exemple à t'isoler, ou que tu vas commencer à en souffrir vraiment. C'est quelque chose qui peut être absolument terrible, parce que quand ça arrive à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence, ça peut avoir des conséquences très concrètes et très dures sur la personne et l'adulte que l'enfant est en train de devenir. Et je sais de quoi je parle, parce que moi j'ai 31 ans, et il y a encore des conséquences qui sont très concrètes dans ma vie au quotidien du harcèlement scolaire que j'ai subi il y a 15-20 ans, quoi. Quelle action concrète vous pouvez proposer pour lutter contre le harcèlement ? Alors l'association Marion la main tendue fait depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années maintenant, des interventions en milieu scolaire. Elle va à la rencontre des élèves de la grande section maternelle jusqu'à la fac, en fait, dans la plupart des écoles de France, enfin dans beaucoup d'écoles en France en tout cas, et a rencontré des milliers et des milliers d'élèves depuis sa création, pour faire de la prévention contre ce fléau, pour expliquer ce que c'est que le harcèlement scolaire, pour en discuter avec les élèves, mais aussi pour dire que tout le monde peut le combattre à sa petite échelle, d'une façon qui est très simple. Déjà, c'est tout simplement, ça peut paraître bête, mais tout simplement d'en parler quand on voit qu'il se passe quelque chose dans la cour de récréation, ou quand on a un doute. C'est déjà le premier réflexe, en fait, c'est de dire aux surveillants, aux professeurs, à la direction de l'école, au CPE, etc., de dire je crois que j'ai vu qu'il se passe quelque chose de pas normal. Et ensuite, il n'y a que comme ça que les problèmes pourront se régler. Donc ça, c'est le premier boulot de l'association, faire de la prévention en milieu scolaire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a 2 maisons de Marion, qui sont des lieux qui appartiennent à l'association. Il y en a un dans la ville des Ulysses, dans le 91, dans l'Essonne, dans le sud de la région parisienne, et un autre dans le 13e arrondissement à Paris. Et ce sont des endroits où on accueille les victimes de harcèlement scolaire, mais aussi les familles et tous ceux qui le souhaitent. Et c'est des endroits dans lesquels on peut les aider à se reconstruire et à aller mieux, et où on essaye de traiter le problème du signalement jusqu'à la fin du problème. Auriez-vous des conseils à donner aux personnes harcelées ? C'est un petit peu compliqué de donner des conseils aux personnes qui ont été victimes de harcèlement pour moi, tout simplement parce que j'en ai été victime moi-même il y a entre 15 et 20 ans, c'est-à-dire principalement quand j'étais au collège. Alors ça a duré toute ma scolarité, mais
mais c'était principalement, en tout cas le plus fort, c'était au collège. Donc c'est un peu compliqué pour moi de donner des conseils. Néanmoins, je vais quand même en donner un, comme je vous le disais, qui peut paraître un peu bête, mais qui est élémentaire, parce que si on parle pas, il y a rien qui peut se passer. Et parfois aussi, quand on parle, il se passe rien quand même. Mais la première chose à faire, en fait, c'est de se dire, si j'avais un problème, à qui je pourrais en parler et à qui je pourrais faire confiance. Donc, une fois qu'on a défini ces personnes-là qui sont des personnes de confiance, c'est d'aller les voir et c'est de leur dire, j'ai un souci, j'ai un problème, il se passe telle chose, ou alors j'ai vu ça qui se passait dans la cour de récré et je sais pas trop quoi faire. Et à ce moment-là, une fois que ces personnes sont au courant, après, il faut espérer aussi qu'elles soient armées contre le harcèlement scolaire, qu'elles sachent comment réagir. Et voilà. Et ensuite, normalement, les choses devraient pouvoir s'améliorer si on en parle aux autorités. Alors, il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que les mineurs, et ils ne le savent pas forcément, mais donc les moins de 18 ans, quand on est enfant, ado, etc., on a le droit d'aller voir la police et d'aller dans un commissariat donc de police ou de gendarmerie et de déposer une plainte ou une main courante. Et de toute façon, la police a l'obligation de vous prendre la plainte. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ne pas vous écouter. Et de toute façon, ça restera anonyme jusqu'à ce que la procédure prenne vraiment corps. Tout simplement parce que c'est la loi et c'est comme ça. Donc voilà, les enfants, les ados, etc. qui nous écoutent, vous avez le droit d'aller voir la police et vous avez le droit d'aller vous plaindre auprès de la police. Êtes-vous optimiste pour l'avenir ? Est-ce que je suis optimiste pour l'avenir ? Malheureusement, c'est une question qui est très vaste, à laquelle j'ai un peu de mal à vous répondre. Je suis pas quelqu'un de nature très optimiste, mais je sais que le harcèlement scolaire depuis une dizaine d'années, c'est quelque chose duquel on parle de plus en plus. Après, oui, tous les ados sont au courant de ce que c'est que le harcèlement scolaire, de plus en plus de parents aussi, de plus en plus de profs, mais quand on voit le peu d'actions faites par le gouvernement et même par les gouvernements en général contre le harcèlement scolaire, je me dis qu'il y a un vrai problème, quoi. Alors, ces associations de pallier au manquement du gouvernement, mais nous, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de personnel, et pas beaucoup de bénévoles comme moi qui participent. Alors, quand on n'a pas grand-chose, c'est compliqué de faire de grandes choses, justement. Donc nous, tout ce qu'on demande pour pouvoir éventuellement aider à pallier à des manques, c'est d'avoir les moyens de le faire. Et si on nous donne pas les moyens directement, on demande au gouvernement de s'en occuper. Mais visiblement, il n'y a pas grand monde qui s'occupe de ça à l'heure actuelle. Donc c'est compliqué d'être optimiste. C'est très compliqué. Merci, vous avez répondu à nos questions. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Nous venons d'interviewer Pierre, un bénévole de l'association Marion la main tendue. En direct de RCN, parlons du harcèlement avec les ados de Azaé Franca. Maintenant, nous allons écouter un micro-trottoir. Après, nous en débattrons. Qu'est-ce que vous pensez du harcèlement ? Forcément, c'est quelque chose qui est vraiment à éradiquer, c'est-à-dire à essayer de ne pas... Enfin, que ça n'arrive plus. Harcèlement vis-à-vis de qui, alors, vous parlez ? Harcèlement vis-à-vis des personnes, d'amis, d'enfants, de tout le monde. Oui, voilà. Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà fait harceler ou vous avez déjà harcelé quelqu'un ? Alors, harceler quelqu'un, j'espère que je n'ai jamais collaboré à ça, je pense pas. Enfin, même si j'y pense, même en étant enfant, je pense pas. C'est vrai qu'on peut facilement aller avec un groupe, et c'est là où il faut être vigilant de ne pas suivre. C'est-à-dire de se dire, là, est-ce que c'est bien ce qui est en train de se passer ?
Et quand on est enfant, on ne sait pas forcément si c'est bien. C'est-à-dire on n'a pas toujours les moyens de se dire bah, tiens, je ne suis pas les autres, je ne vais pas avec les autres pour ne pas faire comme eux. Et quand on est adulte, on a un petit peu plus les moyens de ne pas suivre. Mais c'est vrai. Est-ce que vous connaissez des personnes qui se sont fait harceler? Pas personnellement, non. Alors nous, on essaye de faire en sorte qu'à l'école, en effet, ça ne se passe pas. Mais c'est vrai que chez les petits, je pense que vous avez été tous petits, quand il y a un groupe qui a envie de dire bah, tiens, c'est nous les plus forts et puis on va aller embêter un autre, c'est pas facile quand on est petit de dire face au groupe bah, moi je ne suis pas, je ne vais pas avec vous. Et ça, c'est difficile hein, pour résister à ça. C'est pas évident, il faut avoir de la force de caractère. Hein. Et parce qu'on se dit aussi, bah, si on dit non, c'est nous qui allons nous faire harceler à notre tour. Donc c'est toujours un peu un cercle comme ça et il faut vraiment faire attention à ça. Et je pense qu'en faisant justement ce que vous faites, d'informer, de dire à tout le monde voilà, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est le harcèlement, parce qu'avant on ne mettait pas de mots là-dessus. Et comme il y a eu plein de jeunes qui ont eu des gros problèmes, qui sont suicidés ou qui ont eu des gros soucis comme ça, maintenant on en parle, mais avant on n'en parlait pas. Mais ça existait déjà. Et je pense que c'est bien que tout le monde soit au courant, comme ça tout le monde pourra faire attention. Voilà. Ouais. Et vous, ça vous est déjà arrivé? Non. Jamais d'être harcelé? Oui, une fois. Ouais, ça t'est arrivé? Ouais. Et c'était pas facile à vivre? Non, c'est dur. Voilà, ouais. Comment vous réagissez si par exemple vous avez un cas avec vos élèves ou Chez les petits, nous quand on voit ça dans la cour, on essaye déjà de voir peut-être ceux qui sont les plus sensibles ou un peu entre guillemets qui vont être plus différents et qui risquent peut-être d'être embêtés à un moment ou à un autre. Donc on essaye d'être vigilant quand ça arrive. Et quand il y a un effet de groupe, de tout de suite intervenir. Parce que je pense que ça, c'est aux adultes aussi de dire, à ce moment-là, le groupe ne doit pas exister. C'est-à-dire de casser l'effet de groupe en disant, voilà, c'est pas bien, d'en discuter dans la classe. Enfin, voilà, c'est pas bien, c'est pas vraiment ce qu'on va dire vraiment, mais d'essayer de discuter ensemble, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi, est-ce qu'il faut reproduire ça, pourquoi non, pourquoi oui, et qu'est-ce qui se passe vraiment, pour que les enfants ils prennent conscience de ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas forcément réalisé à ce moment-là le phénomène. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà. Merci Pas que bien. ça marche à tous les coups, mais on essaye. Hein. Oui, après l'important c'est d'essayer. Voilà, c'est ça. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du harcèlement? Je pense que c'est quelque chose de pas bien. Harceler les autres, c'est faire du mal aux autres. Le harcèlement, c'est pas cool. Ça peut blesser. Moi, je pense qu'il faudrait que ça s'arrête, en fait, que ça n'existe plus, parce qu'effectivement, on ne se rend pas compte des conséquences que ça a derrière. C'est un acte qui est puni par la loi, il ne faut pas le faire. Ça peut aller jusqu'à 15 000 € d'amende, je crois. Et la prison. Question suivante. Est-ce que vous vous êtes déjà fait harceler ou vous avez déjà harcelé quelqu'un? Je suis quand même vieille pour être harcelée, je peux me défendre. Mais je pense que j'ai vu des gamins à l'école qui étaient harcelés par d'autres gamins, oui. Bah, sans aller jusqu'au harcèlement, mais c'est clair que des moqueries, etc., ça peut vite mal tourner, quoi. Mais non, j'ai jamais harcelé quelqu'un. Alors non, je me suis jamais fait harceler et j'ai jamais harcelé quelqu'un, mais je pense que ça peut être blessant, donc je peux imaginer que le mal que ça peut faire. Vous avez déjà harcelé quelqu'un? Non, ni l'un ni l'autre. En tout cas, j'en ai pas souvenir parce que ça fait longtemps. Et non, ouais, non. Et connaissez-vous des gens qui se sont déjà fait harceler? Oui. Oui, je connais des enfants qui se sont déjà fait harceler dans les cours de récréation et qui, du coup, en parlent à leurs parents le soir. Et, Comment ils se sont fait harceler? Dans les cours de récréation, par exemple, c'est un petit garçon qui a une couleur marron. On lui a dit « toi, t'es marron », donc il ne comprenait pas pourquoi on lui disait ça. Un harcèlement raciste. Et madame? Non, pas dans mes souvenirs. Donc oui, harcèlement moral à l'école. Ah, merci. C'est par rapport, parce que s'il y avait un gamin qui était un peu, une corpulence un peu plus gros que les autres en fait. Okay. Et il était harcelé par rapport à ça. Ok. Merci. Est-ce que dans vos entourages proches, vous en connaissez? Non, pas dans mon entourage proche. Qui a été harcelé et pourquoi
Et maintenant, par rapport à sa couleur de peau. Et maintenant, comment il le vit? Là, il a surmonté parce qu'il était plus jeune, maintenant il est plus grand, donc maintenant il arrive à prendre du recul. Il en a parlé à quelqu'un? Il en a parlé à un professeur, au CPE? Comment? C'était au sein de l'école et les enseignants ou le proviseur, directeur a fait quelque chose de lui-même ou c'est les parents vraiment direct? Après, il faut voir le harcèlement parce que être harcelé, être embêté, c'est pas tout à fait la même chose. Donc du coup, harceler, c'est sur de la durée. Pour ce cas-là, je ne saurais pas dire si ça a duré, mais je suppose que oui. Mais au début, pour lui, c'était peut-être pas du harcèlement, mais à force, ça en devient. Et l'équipe enseignante, vous en savez pas plus si elle a réagi derrière? Elle a réagi sur le coup, parce que c'est vrai que quand tu es noir, tu as les cheveux crépus et qu'on t'appelle tout le temps mouton grillé, à un moment donné, ça devient du harcèlement. Et puis ils ont agi sur le coup, mais bon, après, il y a une rééducation à faire aussi pour certains gamins. Est-ce que vous avez été harcelé ou harcelé quelqu'un? Moi non. Et toi? Moi j'ai déjà été harcelée quand j'étais petit. Et pourquoi? Parce que j'étais gros quand j'étais petit. On me disait sale vache. Et toi, t'as fait comment pour t'en sortir? Après, je suis partie dire à la professeure. Mais après, ils se sont excusés. Et après, ça se voit, ils étaient dégoûtés. Et après, ils voulaient plus me parler. Ils cherchaient plus. Ils cherchaient plus le problème. Et du coup, ils se sont excusés. Okay. Et vous, maintenant, face à une situation d'harcèlement, si vous voyez au sein de votre collège qu'il y avait quelqu'un qui se fait harceler, vous faites quoi? Moi, j'irai déjà voir le CPE. Parce que se faire harceler, c'est pas quelque chose de simple. Si on se fait harceler, c'est pas quelque chose de simple de se faire harceler. Du coup, c'est mieux d'aller en parler à un adulte. Et après, régler le problème tranquillement et que le harceleur s'excuse. Qu'est-ce que vous pensez du harcèlement? Moi je dirais que c'est pas du tout bien. C'est un truc. Moi par exemple ma soeur elle l'a vécu, elle a failli mourir à cause de ça. Suicidé? Ouais. Et moi là-dessus je suis pas du tout d'accord avec ça parce que j'aime pas ça. Des gens qui font ça je les déteste. D'ailleurs par exemple celui qui lui a fait je l'ai bien tapé quand j'étais plus jeune et autrement je sais pas quoi dire d'autre. Est-ce que vous-même avez-vous déjà été harcelé ou vous avez déjà harcelé? Non, il n'a pas recommencé d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est à l'époque, j'étais au collège et j'étais l'un des plus violents de mon collège. C'est toujours le cas, mais je suis quelqu'un, quand je tape, je tape. Quoi. Votre vengeance légitime? Oui et non. D'un côté, oui. De l'autre côté, non, parce qu'il y a la justice, du coup, derrière. Mais on fait avec. Vu qu'il a harcelé votre soeur, là quand même quand vous l'avez frappé, on peut dire que c'est un petit peu du harcèlement. On peut pas dire ça. On peut dire quand même ça. Ouais, c'est vrai, dans un autre sens. Mais... Bon, au niveau justice, eux, ils sont pas d'accord de défendre de ce point-là, mais c'est ma soeur quand même, donc je me suis dit, faut que je fasse un truc. Est-ce que maintenant, avec le recul, vous auriez réagi différemment? Je sais pas, parce que je suis toujours pareil, donc je pense pas, non. Mais après, je me calme beaucoup plus, parce que maintenant je suis plus grand, mais je sais que, avant c'était plus compliqué. Voilà. Merci beaucoup. Merci. De rien. Qu'est-ce que vous pensez du harcèlement? Et moi, en fait, j'ai 56 ans, donc j'ai pas connu le harcèlement scolaire à l'école comme vous, je suppose. Donc c'est vrai que j'ai pas connu ça à l'école quand j'avais votre âge, donc je vois ça que de loin malheureusement. Je le vis pas et comme j'ai pas d'enfant, je le vis pas au quotidien, voilà. Du coup, vous avez jamais été harcelé? Non. Vous Allez. n'avez jamais harcelé? Bien sûr que non. À mon époque, on faisait pas ça, non. Qu'est-ce que vous avez ressenti dès que vous étiez harcelé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? La tristesse, quand je suis sur moi-même, je voulais plus parler à personne, être dans mon coin. Voilà, à peu près. Ah bon? Et après, dès que vous êtes harcelé, est-ce que vous voulez harceler aussi? Harceler des gens? Non, je voulais pas faire subir ça à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu penses de l'harcèlement en général? C'est quelque chose de mal qu'il ne faudrait pas, qu'il faudrait arrêter. C'est grave, ça peut aller très loin jusqu'au suicide. Et voilà, c'est pour moi. Est-ce que tu veux aller jusqu'au suicide toi? Un moment, oui, bien sûr.
Merci pour ton témoignage. Qu'est-ce que vous pensez du harcèlement? Et avec le système, des trucs sur téléphone, comment ça s'appelle, des réseaux sociaux font partie aussi de ce système de harcèlement. Et je trouve que c'est quelque chose d'ignoble, c'est quelque chose qu'on devrait, au niveau du gouvernement, faire des lois, interdire. Et puis, je sais pas, il y a tout un système de vigilance, une possibilité que les enfants qui sont harcelés puissent aller parler à quelqu'un de précis, qui se sentent en sécurité quand ils en parlent, parce qu'ils ne parlent pas parce que vous avez peur, c'est ça le truc. Mais c'est tout, autrement je ne sais pas du tout comment ça se passe. Puis moi je n'ai pas de propre ressenti, puisque je suis trop âgée et je n'ai pas connu. Mais par contre, je compatis avec ceux qui se battent pour ça. C'est très bien ce que vous faites par contre. Allez-y, battez-vous, battez-vous. En direct de RCN, parlons du harcèlement avec les ados de Azaé Franca. Avant de débattre sur le micro-trottoir que nous venons d'écouter, j'ai une question à vous poser, Françoise. Qu'avez-vous mis en place pour les jeunes que vous accompagnez ? Alors, je vais pouvoir répondre à cette question. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne changera pas la mentalité des êtres humains. J'écoutais dans le micro-trottoir, en fait, toute cette non-mémoire d'une personne plus ou moins âgée, en tout cas plus âgée que quelqu'un de très jeune, qui ne se rappelle pas ou qui croit ne pas avoir été affectée. Et c'est très étonnant. J'entends aussi une personne peut-être un peu plus âgée, en tout cas qu'on peut considérer un peu plus âgée de par sa voix, peut-être que je me trompe, mais qui disait « je n'ai pas de propre ressenti », un peu comme si finalement elle n'avait plus d'émotion. Ce qui est le signe, très souvent, quand on n'a pas d'émotion, c'est souvent le signe d'en avoir eu trop à un moment donné, et une émotion qui n'a pas pu être dite, une émotion qu'on n'a pas pu comprendre. Alors, ça veut dire ça, tout simplement, que ça existe depuis la nuit des temps, et qu'on ne pourra jamais éradiquer, puisque j'ai entendu ce terme, ce genre de choses. Par contre, il faut modifier les contextes. C'est-à-dire, il faut laisser l'être humain tel qu'il est. Ça peut être désolant, on peut toujours se désoler, ça ne sert à rien. On ne peut pas accuser non plus des entités ou des institutions, puisque c'est l'être humain dans sa globalité. Mis dans certains contextes institutionnels, tout à l'heure on parlait de gouvernement, etc., peut-être que ça peut majorer, ou en tout cas on n'a pas les bonnes réponses. Mais on n'a pas le temps de passer du temps à tout ça. Ce qu'il faut, c'est être hyper-actif et être dans une immédiateté vis-à-vis des enfants. Vous savez, il y a 1 sur 3 enfants qui sont dits harcelés. Cela veut dire plutôt qu'il n'y en a que 1 sur 3 qui parlent. Je ne sais pas si vous voyez le quota d'enfants qui est harcelé. On n'a pas de temps à perdre, on n'a pas de locaux à louer, on n'a pas de rideau acheté pour un local. Ce qui est très important, c'est d'être dans une immédiateté et de changer des petits contextes. Alors voilà le contexte que nous avons essayé de modifier. On l'a modifié à plusieurs niveaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on dépassionne la relation vis-à-vis du harceleur. Pour la détourner, on a créé une plateforme en ligne, 1 fois par semaine, qui est un point de mire pour les enfants. Sur cette plateforme, il y a 5-6 enfants encadrés par un adulte. Dans cette plateforme, nous utilisons des médias, c'est-à-dire toutes les ressources, tous les talents, tout ce qui peut être artistique, scientifique, etc., qui peut émouvoir et donner du grain à moudre à ces enfants dont on disait qu'ils étaient hyper perceptifs et hyper sensibles et hyper curieux et hyper un peu tout, sauf qu'ils n'ont pas de grain à moudre. Donc, encore une fois, quand on voit le harceleur, c'est un peu le seul, entre guillemets, objet d'étude, qui est évidemment à nouveau délétère. Donc, on va détourner cette passion, on va, au travers des sciences, au travers de l'art, au travers de tout ce que nos enfants décrivent, essayer de répondre à quelques questions qui sont, effectivement, c'est normal de penser beaucoup, c'est normal de ne pas pouvoir choisir une voie quand on est curieux, intéressé par tout, c'est normal de parler beaucoup, c'est normal, entre guillemets, de couper la parole à l'autre. Alors nous, dans ces plateformes, on ne dit pas qu'une personne a coupé la parole à l'autre, on dit dedans, vous êtes passionnés par la même chose. Mais comme nous sommes des passionnés et que nous parlons beaucoup et les uns sur les autres, on va essayer ensemble de réfléchir à un cadre. Et là, ils sont amenés à traiter une information, donc ils sont super contents. Finalement, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de déculpabiliser ces enfants, de montrer qu'ils sont des êtres humains non seulement, entre guillemets, normaux, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas qui ont gardé leur humanité. Et du coup, c'est un lieu où tout le monde discute en bonne intelligence. Alors, c'est anonyme. C'est un lieu aussi qui permet de renouer avec les ados. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que ces enfants rasent les murs et dès qu'ils voient un ado sur le trottoir, ils changent de trottoir. Ce sont des enfants qui n'ont plus confiance dans les adultes, étant donné qu'ils n'ont pas été entendus ou mal entendus ou qu'on a utilisé leurs paroles, puisque nous, c'est ce qu'on vit au quotidien. Donc, on va ouvrir, étendre leur champ d'horizon, on va les projeter vers l'avenir. Ça tombe bien, ce sont des enfants qui marchent avec des coups d'accélérateur. Eh bien,
ils ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, même si nous avons des enfants qui ont 12 ans, on a plus la sensation qu'ils ont 20 ans, eh bien, nous allons leur ouvrir le champ d'horizon par des intervenants aussi, de tous les métiers, de tous les pays, de toutes les, on va dire, disciplines artistiques, scientifiques, mais aussi de tous les états de pensée, les états d'esprit différents. On travaille beaucoup sur le Japon, sur le Canada, sur l'Australie. On leur explique aussi, la recherche d'emploi au Canada est très différente. On leur dit aussi, au Japon, on fait et on pense après, ce qui est une caractéristique de ces enfants. Je voudrais parler de ces enfants d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une nature d'être ça. D'être ça, c'est-à-dire vraiment une personne avec cette sensibilité, ce regard vers l'autre, cette envie de traiter l'information, d'aider et d'avancer comme ça dans la vie. Mais ce que je peux dire, tout à l'heure vous disiez, on est harcelé parce que on a les cheveux frisés, on a la couleur marron, j'ai entendu, etc. Encore une fois, ce sont que des signes extérieurs de richesse qui donnent des bons prétextes pour harceler un enfant qui est gentil. Pour vous expliquer, un enfant qui est de cette nature, c'est très souvent un enfant qui a vécu des situations d'adaptation dans sa vie qui sont inhabituelles et qui ont fait qu'il a dû ouvrir toutes les écoutilles, observer, analyser pour se sortir d'affaires. Ça a développé chez lui cet état d'hypervigilance et cette envie d'apprendre et cette mesure de l'importance de la vie et d'aider autrui. Ce sont ces enfants-là qui sont harcelés. Donc, on part plus, si vous voulez, de ces enfants, de façon à ce qu'on ne leur casse pas les jambes dès la prime enfance et qu'ensuite, on retrouve ces personnes-là soit dans des pathologies, des addictions, etc. Donc, nous allons détecter ces enfants-là pour, finalement, essayer de sauter cette impasse qu'est le harcèlement. Vraiment, et je suis peut-être à la fois désolée de vous dire ça, c'est à la fois aussi compliqué, aussi simple que ça. Et on ne peut pas, quand il y a une conséquence où on entend des mots tels que « il faut punir le harcèlement », tels que « mais les enfants, il faut les rééduquer ». Oui, non, mais c'est tous les êtres humains qu'il faut rééduquer. Et on ne le fera jamais. Ça n'a jamais changé. Allez voir, je vous ai parlé des récoltes où on tuait des enfants, mais allez voir dans notre histoire la barbarie de l'homme. Pourquoi elle changerait? Elle prend d'autres formes. Alors, la question d'Internet, c'est assez amusant, si vous voulez, parce que finalement, nous, très souvent, on nous dit oui, enfin, c'est pas du harcèlement, c'est du cyberharcèlement. Alors, c'est plus rationnel, hein. Il y a un ordinateur, bon, je suis nulle en informatique, donc je vais pas vous dire les détails, excusez-moi, mais vous savez mieux que moi. Il y a les réseaux, et puis je ne sais trop quoi, applications, logiciels, tout ce que vous voulez. Et donc, ça se matérialise. Et on a l'impression que parce que ça se matérialise, on peut faire plus. Mais non, parce que tout est invisible, mais c'est pas indicible, contrairement à ce qu'on croit. C'est parce qu'on ne veut pas entendre, ce n'est pas indicible. Et puis, ça donne l'impression, quelque part, que nous, adultes, on se dédouane. Écoutez, mais non, ça se passe pas chez moi, ça se passe chez l'autre. Et je voudrais aussi mettre un bémol par rapport aux parents. Vous savez, j'entends très souvent, oui, mais à l'intérieur de la famille, il y a des maltraitances, etc. Alors, ça va peut-être vous étonner, là aussi, ce que je vous dis. Trouvez-moi une famille où il n'y a pas une sorte de maltraitance. C'est très dur d'élever des enfants, c'est très dur que de vivre très proche, etc. Il y a différentes formes de maltraitance, bien évidemment, plusieurs niveaux. Mais je tiens à vous dire quelque chose. L'idée, c'est que la personne en face n'est pas capable d'évaluer ça. Donc, affubler tout de suite une famille, et très souvent, je suis désolée de vous le dire, les femmes et les enfants d'abord, c'est-à-dire les mamans, des pires mots, alors qu'elles essayent de faire tout pour leur enfant, je trouve ça complètement déplorable. Alors, nous, évidemment, toute la journée, 24 heures sur 24, nous nous occupons de ces familles. Je tiens à vous dire que lorsque, entre guillemets, on accompagne la maman, l'enfant a l'impression que le problème est résolu de plus de moitié. Il s'inquiète beaucoup pour sa maman, beaucoup plus que pour lui-même. On a vu que c'était des enfants généreux. Et ils ont besoin de comprendre qu'ils n'ont pas fait de mal à leurs proches. Ils ont besoin de comprendre ce qui se passe en fait dans cette situation, plus que quoi que ce soit d'autre. Non, la question de punir est une question qui ne devrait pas être. Parce que les enfants ont essayé de s'en sortir tout seuls, tant bien que mal. Alors, le harceleur, peut-être pas de la meilleure façon en vampirisant un autre, donc il s'étaye au travers de l'autre et il arrive à s'en sortir. Le harcelé, en essayant d'aider le harceleur, et encore une fois, avec une grande force. Donc, si vous voulez, toutes les qualités, ou tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit, eh bien finalement, on va essayer de les injecter ni vu ni connu en dialoguant autour d'une vidéo, de chansons, de musique, etc. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui,
On diffuse beaucoup le fait qu'il n'y a plus de modèles, puisque les acteurs, les sportifs, les politiques violent, volent, tuent. Vous imaginez bien qu'un enfant aujourd'hui n'a plus de modèle. Pourquoi il se battrait? Pourquoi il ferait? Il n'a pas été foutu d'aider le harceleur, donc il ne sera pas foutu d'aider cette société. Voilà, tout ça pour vous dire que ces enfants, ils ont toutes les ressources en eux. Il faut juste les mettre sur des rails où ils vont récupérer ces ressources. Mais on ne pourra pas, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de choses qui doivent être faites de façon trop rationnelle. Ça n'existe pas. C'est l'état d'esprit, c'est le goût de vivre. On parle beaucoup de décrochage scolaire et donc peut-être vous avez l'impression que j'extrapole, mais vraiment je vais arrêter là. Vous avez vu que j'étais très bavarde, mais on me parle beaucoup de décrochage scolaire et souvent moi ce que je dis c'est je me moque du décrochage scolaire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ces enfants décrochent de la vie. Et rassurez-vous, une fois qu'ils seront raccrochés à la vie, ils aiment tellement apprendre pour aider autrui qu'ils apprendront d'eux-mêmes. Nous allons passer aux questions pour le débat suite au micro-trottoir. Est-ce que rigoler sur quelqu'un, c'est du harcèlement? Moi, j'aime pas qu'on se moque de moi, donc je pense que la seule personne qui peut répondre à ça, c'est celui qui subit. C'est-à-dire que ce qui est important à prendre en compte, c'est plutôt le ressenti de l'autre. Et on dit souvent, d'ailleurs, il est préférable de ne pas rire aux dépens de l'autre. Mais aussi, par exemple, embêter, c'est vraiment essayer d'énerver l'autre. Et harceler, c'est volontaire, c'est pour essayer de gâcher la vie de l'autre, alors qu'embêter, c'est pas pour gâcher, c'est juste pour l'énerver. Par rapport à ce que tu dis, ce que moi je peux te dire peut-être là, tu me diras si tu sens que je me trompe, c'est que quand une personne est en colère, elle a besoin de se défouler sur l'autre. Et elle se demande même pas si elle lui fait du mal ou pas. Elle se défoule. Même si elle veut l'embêter, elle ne mesure pas l'impact, elle ne mesure pas à quel point elle fait du mal. Elle se dit pas que j'ai blessé quelqu'un. Elle se dit pas si on m'aurait fait la même chose, c'est ce qui me serait arrivé. Je pense que sa révolte, parfois, est tellement forte, ou sa souffrance, ou on va savoir comment on peut l'appeler. Bon, le mot souffrance est galvaudé aussi, donc je ne sais pas trop comment l'appeler, mais son ressenti très fort, cette injustice qu'il peut peut-être ressentir, fait que lorsqu'il s'en prend à l'autre, c'est peut-être cette colère, cette révolte, cet énervement qui l'emporte au-delà de essayer de considérer le mal qu'il fait. Gauthier, j'ai une question pour vous. Oui. Pour vous, quelle est la différence? Est-ce que le harcèlement a toujours existé? C'est assez compliqué et complexe de répondre directement à cette question, mais d'une certaine manière, oui. En tout cas, les violences, elles, ont toujours existé depuis la nuit des temps. Le harcèlement, lui aussi, et bien sûr, moi, je vois qu'on donne beaucoup de définitions, mais je vois qu'on propose en tout cas très peu de propositions. Mais oui, le harcèlement, c'est un effet de répétition, et oui, le harcèlement existe depuis longtemps. Et je pense qu'il a encore de très beaux jours devant lui, hélas. Le harcèlement, pour moi, ça n'a pas toujours existé, parce que peut-être avant, vu qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne se moquait pas des gens. On se disait pas, oh lui là il est comme ça, il est comme ça. Alors c'est très intéressant parce que très peu de personnes, en tout cas dans le reportage, ont expliqué pourquoi on harcèle. On dit beaucoup la définition d'un harcèlement, alors on peut être mitigé, on peut dire que c'est des répétitions. D'autres personnes, justement comme Françoise, vont dire que l'intimidation c'est déjà une forme d'harcèlement, ou surtout comment la personne, en tout cas elle, va l'apercevoir. Moi je pense que déjà, je pose la question de pourquoi on harcèle. Je pense que on harcèle à cause de la différence, et que la différence elle fait peur. On harcèle à cause de la différence, pourquoi? Parce qu'on a un manque d'éducation, de la part des parents, de la part de la société, de la part des enfants. On a un manque aussi de culture. On a un manque de tolérance et on a aussi également un manque d'application dans la loi, un manque d'application et de protocole sur comment réagir, non pas avec les victimes, mais comme l'avait rappelé brièvement Françoise tout à l'heure, mais aussi avec celles et ceux qui agressent, les agresseurs et les agresseuses. Parce que comme elle a précisé Chantal, s'il n'y avait pas d'agresseurs et d'agresseuses, il n'y aurait pas justement de victimes. Donc je pense que du coup, les calculs actuellement, ils sont faux et ils sont mal faits. Ça en tout cas, c'est ma réponse. Est-ce que les réseaux sociaux ont amplifié le harcèlement? Ils l'ont d'une certaine manière, en tout cas à mon humble avis, étendu. Les réseaux sociaux, c'est
le point culminant finalement de l'harcèlement et de son évolution. Avant, l'harcèlement, et qui a toujours existé d'ailleurs, ça commence, et je pourrais vous citer plein de chiffres plus tard, mais ça commence dans les écoles. Une fois que l'harcèlement il est dans les écoles, l'harcèlement va bien évidemment continuer au-dessus. L'harcèlement, il est omniprésent. Vous étiez en train de dire que le harcèlement vient principalement des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, eux, la seule chose qu'ils font, c'est de rendre visible, c'est d'afficher la personne qui est harcelée et pour que la personne soit du coup ridiculisée un petit peu. Moi, j'ai été victime quand j'étais jeune des réseaux sociaux. J'ai même été malencontreusement à mon insu aux toilettes. On m'a filmé et on m'a diffusé sur les réseaux sociaux. Donc je comprends vraiment cette... alors, je ne vais même pas dire que c'est de la haine, parce que je ne pense pas que celles et ceux qui m'ont affiché sur les réseaux sociaux avaient une quelconque forme de haine envers moi. Juste pour C'était justement pour rigoler. Rigoler, faire rire, faire des vues, faire plaisir. Alors ça, du coup, c'est justement une forme d'harcèlement sur Internet où c'est pour rire. Et justement, si on en revient avant justement les réseaux sociaux et qu'on repasse encore une fois à l'école classique, alors les réseaux sociaux, on harcèle pour faire rire. À l'école aussi, on harcèle pour faire rire, mais on harcèle aussi à l'école parce que c'est la loi du plus fort. Si je vous cite par exemple quelques chiffres, si on regarde... En tout cas, de manière générale, au CM1, CM2, on voit que 2,6% des élèves sur 6,5 millions d'enfants en primaire sont victimes d'harcèlement. J'ai fait le calcul tout à l'heure pendant que j'écoutais justement ce micro-trottoir. Ça fait 170 000 élèves harcelés. Quand on monte au collège, on voit que de 2,6%, alors là, je vous accorde, la base elle est moins grande, on passe de 6 millions à 3 millions au collège, d'enfants scolarisés au collège. Mais on passe à 5,6%. Et après au lycée, on passe à 1,3%. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate concrètement une augmentation, dans un premier temps, du harcèlement, et après une diminution. Et je trouve que le point culminant est très intéressant, c'est vraiment au niveau du collège. J'ai entendu plusieurs témoignages de personnes qui vivaient d'harcèlement. Ça a toujours commencé, en tout cas, au collège, en tout cas, ou quand ils ont compris qu'ils vivaient le harcèlement, c'était au collège. Quand on regarde les chiffres, on comprend que le harcèlement en primaire, il est déjà présent. Mais il n'est pas présent dans la tête de l'enfant de manière consciente. Il est présent dans la tête de l'enfant de manière inconsciente. Pourquoi ? Parce que c'est papa et maman, c'est son entourage, c'est ses groupes primaires, ses groupes secondaires, les amis, la famille, la télé, les médias, la société, ce que vous voulez. C'est un tout, en fait, qui véhicule cette image de différence. Vous savez, on peut, par exemple, se moquer pour une couleur de peau, on peut se moquer pour une orientation sexuelle, on peut se moquer pour une couleur de cheveux, on peut se moquer pour une voix, pour une forme de corps. Et c'est là, en fait, le vrai souci. Il faut mettre l'accent au niveau du collège. Et il faut proposer des moyens qui fonctionnent. Moi, j'entends des faits, j'entends des définitions, mais comme je vous ai dit, j'entends aucune solution. Et lorsqu'elles sont là... et finalement, j'ai pas l'impression qu'ils ont écouté justement ces faits et ces définitions. J'ai l'impression que justement, nous, on n'est pas écoutés. Et je veux pas m'étendre sur le sujet non plus, mais je trouve que les valeurs de la République qu'on enseigne ne sont pas assez enseignées. Moi, la liberté, l'égalité, la fraternité, pour moi, ces trois valeurs ensemble ne permettent pas qu'il y ait justement du harcèlement dans les collèges, dans les lycées, et même en dehors, et même avant. C'est ça que j'ai dit, et comme j'ai dit tout à l'heure dans mon témoignage, je ne pense pas que les parents, que les enfants soient coupables. Alors ils sont un peu coupables d'une certaine manière, mais c'est pas pour leur jeter la faute dessus, parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils font c'est mal et que c'est pour faire rire, mais c'est surtout les parents derrière qui sont coupables. Et c'est surtout encore plus les parents, même si on ne sait pas que son fils est un harceleur, ça doit être dur aussi de le savoir. Pardon ? C'est surtout l'éducation. C'est l'éducation, bien sûr, mais par contre, moi, je veux juste dénoncer vite fait le système que j'ai pu constater, moi, en étant harcelé. Moi, quand j'étais jeune, un gamin qui allait m'harceler, alors déjà, il fallait que l'école en question, le lycée ou le collège en question se mêle. Parce que moi, ils étaient très bien au courant. Je suis allé plusieurs fois dans le bureau de la CPE, je suis allé plusieurs fois au niveau des surveillants, et pourtant, parler, c'est dur. La personne qui a parlé dans le micro-trottoir, qui était jeune et qui a subi de harcèlement, elle a dit « je vais être dans mon coin ». Moi, j'en ai marre qu'on dise à ces jeunes de prendre la parole et de parler.
parler. Parce que ces jeunes-là, actuellement, ils ont peur de parler. Et la peur, elle doit changer de camp. Comment voulez-vous dire à des enfants qu'il faut parler, qu'on peut... Alors, je conçois et merci pour votre travail. Par exemple, Françoise, quand vous faites des propositions à travers des plateformes pour aider les enfants, c'est louable. Mais je ne pense pas que ça permet grandement de changer la situation. C'est vrai que c'est utile parce que ça permet quoi ? Ça permet de donner des bases. Ça permet de donner des bases d'écoute, d'introspection à l'enfant et de mieux comprendre ce qu'il vit et de dire ok, là c'est un oh, là c'est stop. Mais concrètement, l'enfant demain, ok, il aura peut-être ces bases-là, il aura peut-être ce recul. Mais quand il va rentrer au collège, quand il va rentrer au lycée, quand il va rentrer dans son école, il va encore se faire harceler, il va encore se faire frapper, il va encore se faire bousculer, il va encore se faire humilier. Et ça, je le sais parce que c'est le quotidien que j'ai vécu et que j'avais beau me renseigner à travers toutes les associations ou autres possibles et je dénigre pas leur travail et Dieu merci que vous êtes là. Mais je pense qu'il faut faire encore un travail supplémentaire. Je sais que c'est dur, mais je crois qu'on peut arriver justement à ce fait où on applique une tolérance zéro. Et ça passe justement, et je termine juste mon propos, que quand l'enfant, par exemple, qui est harceleur, est viré de l'école, quand l'école s'en mêle, et ça encore faut le dire, et ben il change d'école. Et quand il change d'école, qu'est-ce qu'il fait ? Et ben il est content parce que comme j'ai dit au collège, on voit les chiffres où ils sont énormes. Et ben l'enfant, lui, ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, c'est pour faire rire, mais à l'école justement, c'est pour être fort. Et quand justement l'enfant va être viré du collège et qu'on se dit bon bah je m'en débarrasse, c'est plus mon souci, je mets l'enfant qui est un harceleur dans une autre école, ça ne résout pas le problème. Pourquoi ? Parce que quand il va arriver, il va se sentir fort, il va se sentir puissant parce qu'il n'aura pas compris les bases. Et c'est sur ça qu'on doit lutter. Parce que ça, finalement, c'est encore de l'harcèlement qui va se produire derrière. Et ça ne changera rien parce que, encore une fois, ça va recommencer. Ça va recommencer et il va rechanger d'école et il va recommencer. Et c'est là où on doit adopter une nouvelle méthode de travail. Et je pense que ça passe effectivement avec le travail de Françoise et tant d'autres. C'est-à-dire que de travailler auprès de ces personnes malheureusement victimes d'harcèlement, continuer de travailler avec des personnes telles que Chantal aussi, qui, en dehors d'être psychologue, est présente sur les questions, mais ça passe aussi par l'écoute. C'est tout ce que je dis. Merci à tous de nous avoir écoutés pour parler du harcèlement scolaire. Cette émission, nous l'avons préparée avec Abdel, Mohamed, Maël, Ayoub, Aymen, Mathéo, Tristan, Edem, Samir et Théo. Merci à Azaé Franca, à RCN Radio, à François Jasmin, à Gauthier et à Ghislain, la technique. On espère que vous aurez appris des choses avec nous et à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org